commencer. Bonjour, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici pour des échanges autour de l'énergie solaire résidentielle. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui sur le stand CAC 40 de Huawei et bien sûr avec vous en live sur la plateforme digitale de Vivatech. Je suis Natacha Felous, journaliste d'entreprise. Alors très tôt, Huawei a développé des solutions faisant appel à l'énergie solaire pour notamment électrifier des réseaux de communication en Afrique, en Amérique du Sud. Quand je dis très tôt, c'était il y a déjà 20 ans. Aujourd'hui encore, Huawei tient à réduire l'impact environnemental de ses activités en développant différentes solutions qu'elle s'applique d'abord et qu'elle propose évidemment. Le point commun de ces solutions, c'est la techno. La techno est bien sûr l'innovation avec pour but de contribuer à développer une société bas carbone. Allez, je vous propose tout de suite d'entrer au cœur du sujet de l'énergie solaire résidentielle avec nos deux spécialistes. Bonjour messieurs. Nous verrons ensemble comment l'innovation peut être au service évidemment de l'énergie solaire résidentielle. Nous évoquerons également les échéances réglementaires et bien sûr les meilleures conditions de réussite offertes par la technologie. David Gréau, bonjour. Vous êtes directeur adjoint d'Enerplan. Ça siffle un peu. Je m'éloigne, ça va. Alors, Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Vous les soutenez et vous contribuez bien sûr à promouvoir cette énergie naturelle partout en France. Marc Delaunay, vous êtes directeur Channel de la division Digital Power de Huawei France. Huawei Digital Power, et dites-moi si je me trompe, c'est le spécialiste des technologies de l'information et des technologies numériques pour produire non seulement de l'énergie renouvelable, mais aussi et surtout pour rendre sa consommation efficace. On va revenir avec vous sur vos solutions dans quelques minutes. Tout de suite, David Gréau, dressez-nous le tableau du secteur de l'énergie aujourd'hui et plus particulièrement de l'énergie solaire. Qui la demande et où en est cette demande ? Alors, bonjour à tous déjà. L'énergie solaire aujourd'hui, ça devient une composante majeure du mix énergétique au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial.
c'est vraiment un game changer au niveau mondial. C'est l'énergie qui installe le plus de capacité annuellement dans le monde. Voilà. Alors après, où est-ce qu'on se situe en France et où est-ce qu'on se situe par rapport au parc résidentiel et pourquoi est-ce que ça se développe? C'est une vraie question. Aujourd'hui, le solaire devient une évidence. Pourquoi ça devient une évidence? Parce qu'il y a un besoin ou une demande, en tout cas des consommateurs, d'aller vers de l'autoconsommation. Donc autoproduire son énergie sur son toit, dans son jardin, pour ensuite la consommer soi-même. C'est vraiment ce qui guide aujourd'hui dans le résidentiel, mais même aussi dans le petit tertiaire ou dans les petites industries. C'est ce qui guide le marché aujourd'hui. C'est de dire, on ne va pas produire forcément pour vendre de l'électricité, mais on va la produire pour la consommer pour soi-même et avoir un circuit court de l'électron qui va être vraiment au plus proche et éventuellement après aller la partager avec ses voisins. Vous voulez dire que ce n'est pas d'abord un geste écolo, c'est d'abord un geste, allez, on va dire, économique? C'est les deux, mais en fait, le geste écologique, en fait, est évident à partir du moment où on se décide à aller installer des panneaux solaires. On sait qu'on fait un geste écologique. La question derrière, c'est aussi de se dire, mais c'est aussi ce qui est un des freins en France aujourd'hui, c'est aussi de se dire, j'ai un intérêt qui est un intérêt écologique à aller autoconsommer, mais j'ai un intérêt qui est aussi un intérêt économique. Alors la demande, aujourd'hui, on en est où dans un contexte, vous le savez tous, qui est très instable, post évidemment crise sanitaire et évidemment ce qui se passe à l'Est? Alors, la demande, je vais commencer par une bonne nouvelle. C'est celle qui me remonte des installateurs, des développeurs, c'est que les carnets de commandes sont pleins. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a une forte appétence, une très très forte demande. Là, la France, au premier trimestre, a installé en autoconsommation 16 000 nouvelles installations. Pour donner un ordre d'idée, on est à 160 000 installations solaires en autoconsommation en France, en autoconsommation individuelle, essentiellement résidentielle. Et on a une croissance qui fait qu'on est passé de 100 000 à fin 2020 à 160 000 à fin 2021. Oui, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Maintenant, si on regarde les chiffres français uniquement, on trouve que le marché est très gros, ou en tout cas va très très vite. 90% des demandes de raccordement sont en autoconsommation aujourd'hui chez Enedis. En revanche, si on se compare à nos voisins, c'est là qu'on commence à se dire que finalement, bon, on rattrape du retard au final. Nos voisins, c'est-à-dire, je crois que la Belgique est très performante. Oui, alors je ne prendrai pas l'exemple allemand parce que l'exemple allemand, il est suranné, il est toujours repris, il est toujours contesté. Mais je vais prendre l'exemple de la Belgique, où globalement, sur un des territoires qui n'est pas le territoire le plus ensoleillé d'Europe, qui n'est pas le plus peuplé non plus, on est aujourd'hui à 500 000 autoconsommateurs, avec à peu près 10 millions d'habitants. Donc si on faisait le ratio en France, on devrait être à quelque chose comme 3-4 millions d'autoconsommateurs. D'accord. Donc on voit ça comme une opportunité, plutôt. Donc c'est clairement une opportunité. C'est clairement une opportunité. Et en fait, ce qui a freiné jusqu'à maintenant, parce que c'est ce que j'ai esquissé un petit peu tout à l'heure, ce qui a freiné jusqu'à maintenant, mais qui est un bien pour les consommateurs, c'est que les prix de l'électricité en France sont régulés, ce qui fait qu'ils sont en grande partie moins chers que chez nos voisins. Et donc l'intérêt à autoconsommer, en fait, le croisement de courbe entre ce que me coûte l'électricité que j'achète à mon fournisseur et ce qui me coûte ce que je produis sur mon toit, s'est opéré récemment, ou est en train de s'opérer pour un grand nombre d'acteurs. Et donc c'est là où le point économique arrive à point nommé pour relancer et accélérer encore. Oui, évidemment. Alors je l'ai dit, Enerplan est le syndicat des acteurs de l'énergie solaire. David Gréau, est-ce que vous pouvez nous raconter la chaîne de valeur? Qui sont les acteurs de l'énergie solaire en France? Alors, il y a des acteurs beaucoup plus divers que ce qu'on pourrait penser. Il y a des acteurs qui sont tout d'abord des acteurs industriels qui vont produire les panneaux, les onduleurs, tous les systèmes qui vont être nécessaires en hardware pour installer des panneaux solaires sur un toit et les gérer au quotidien. Après, il y a des installateurs, des développeurs qui sont ceux qui vont concevoir les projets avec des bureaux d'études ou sans, mais en tout cas qui vont concevoir les projets. Et ensuite, il y a de la maintenance parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'installe pas juste les panneaux sur le toit et puis après on attend que ça produise et pendant 20 ans on n'y touche pas. On fait de la maintenance aussi, qu'elle soit préventive ou curative. Donc on a une chaîne de valeur complète. Et ce qui a été modifié dans le paysage aussi assez récemment sur cette chaîne de valeur, c'est que ce qui était considéré par les Français, par les politiques, par les médias notamment comme étant une bataille perdue, celle du hardware, finalement on revient en force en se disant
on peut installer en Europe des usines de production. Alors, le plus emblématique, c'est les panneaux, évidemment, les modules. Mais après, il y a aussi tout ce qui est onduleur. On a déjà des usines en France, en Europe. Voilà, et tout ce qui est l'intelligence aussi autour de ces modules. Avec un point important, c'est la certification, c'est bien ça. Les entreprises doivent être certifiées RGE, c'est bien ça? Alors, pour les installateurs et pour les particuliers notamment, effectivement, c'est un point très important parce qu'on a connu en France des époques où il se faisait un peu tout et n'importe quoi dans le solaire, ce qui a donné un coup d'arrêt à la filière qui a mis 10 ans à s'en remettre, à la fois pour des questions de mise en œuvre, mais aussi pour des questions de tarifs. Donc la filière s'est relevée, après une petite traversée du désert. Et en fait, nous, on a insisté côté Enerplan notamment pour que tous les dispositifs de soutien public, le tarif d'achat, qu'on connaît bien, soient conditionnés au fait de faire appel à des installateurs qui soient des installateurs certifiés, qualifiés, CALIPV par exemple, de manière justement à assurer le client final que son installation, elle ne le met pas en danger. Voilà. On est quand même sur de la matière électrique, on a des risques qui vont avec, et donc il faut qu'on ait des installateurs qui soient compétents sur le terrain, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. 15 000 environ installateurs, c'est à peu près ça? Aujourd'hui, c'est à peu près 15 000 installateurs. 15 000 installateurs, parfait. Alors il y a un autre acteur évidemment essentiel, c'est la technologie, bien sûr, dans cette chaîne de valeur. Marc Delaunay, je rappelle que vous êtes directeur Chanel de la division Digital Power de Huawei France. Alors, comment la technologie, et notamment celles que vous développez, peuvent apporter des réponses, des solutions et surtout combattre certaines idées reçues? Alors, bonjour, merci à tous d'être là. Et ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, en tout cas le cadre de l'innovation, qu'est-ce que l'innovation a pu apporter à cet environnement, à ce besoin des particuliers. Alors, comme David l'a dit tout de suite, le particulier aujourd'hui, il souhaite réduire sa facture d'énergie, mais il souhaite également maîtriser cette facture, cette dépense énergétique à plus ou moyen long terme. Alors pour ce faire, je vous présente ici un écosystème et je vais juste reprendre l'innovation, qu'est-ce qu'elle a pu apporter. Si on prend l'exemple, la partie la plus visible des installations, ce sont les panneaux photovoltaïques qui sont la partie que tout le monde peut observer sur les maisons. Donc les panneaux, lors des dernières décennies, ont considérablement augmenté en rendement, en puissance, ce qui permet de poser beaucoup plus vite, de poser plus de puissance rapidement, mais également leur coût s'est réduit. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, c'est la partie immergée de l'iceberg. Nous, Huawei, les tâches sur lesquelles on travaille dans l'écosystème, ce sur quoi on souhaite améliorer également, apporter notre pierre à l'édifice, c'est tout ce qui va se trouver derrière les panneaux, tout ce qui va finalement transformer l'énergie. Donc le composant principal aujourd'hui, ce sont les onduleurs qui transforment l'énergie des panneaux en courant alternatif utilisable dans le réseau domestique. Alors l'innovation, encore une fois, dans tout ça, elle a permis d'augmenter les rendements des onduleurs. Donc plus le système est performant et plus on va aider finalement à réduire, ou en tout cas à réaliser des économies. Mais au-delà de ça, on va pouvoir également apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services grâce à l'innovation. Alors, comme David l'a mentionné tout de suite, il y a un aspect sécuritaire. On manipule l'électricité, donc on a développé par exemple des optimiseurs qui permettent de sécuriser les systèmes en toiture, mais également qui permettent à l'utilisateur final de savoir ce qui se passe concrètement sur son toit. Alors l'autre grande tendance évidemment du marché depuis 2017, c'est la transition vers l'autoconsommation. Donc on a vraiment eu un mouvement de masse vers les installateurs, vers les particuliers qui souhaitent autoconsommer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, dans une maison, vous avez vos systèmes de chauffage, vos radiateurs, vos frigos, vos fours, et vous n'allez pas forcément consommer au même moment que ce que vous allez produire. Alors, on va essayer évidemment d'amener au mieux, d'adapter nos habitudes de consommation pour aller avec le photovoltaïque. Mais il y aura des cas où on n'y arrivera pas et dès lors, on va proposer des solutions de stockage qui, elles, vont permettre finalement d'absorber ce surplus et de le consommer plus tard, en soirée ou pendant la nuit. Alors, les idées reçues, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme idée reçue aujourd'hui et que vous combattez?
L'idée déjà, la première, c'est que les produits sont conçus pour être durables, pour durer longtemps. On conçoit l'ensemble de nos composants pour qu'ils aient une durée de vie qui va de 10 à plusieurs décennies. Parce que si on souhaite, encore une fois, répondre à l'objectif du particulier, qui est de pérenniser son coût de l'énergie à moyen ou long terme, il faut que le système soit performant et en même temps durable. Ok. Donc, et recyclable évidemment, dans le temps. Vous proposez aussi des solutions auto-apprenantes qui rend le consommateur acteur, donc consommateur. Dites-nous un peu plus là-dessus. Exactement. Donc, comme je disais tout de suite, la première des choses, c'est que les consommateurs aujourd'hui apprennent comment un système fonctionne, qu'est-ce qu'il produit. Alors la première des choses qu'on a fait, c'est développer une application qui soit simple pour leur permettre de visualiser ce qu'ils consomment et ce qu'ils produisent. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une adéquation. Donc, ils vont devenir consommateurs, puisqu'en ayant connaissance de la production et de la consommation, ils vont adapter leurs besoins. Par exemple, pourquoi pas mettre votre lave-vaisselle en route à midi plutôt que le soir, au moment où on produit l'énergie. Mais au-delà de ça, on s'est dit, il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on arrive à mesurer la consommation, on arrive à mesurer la production, et finalement, on est connecté à travers le monde. On a des prévisionnels météo, donc finalement, on est capable de prédire ce que le système va produire. On est capable finalement d'analyser avec le temps comment les gens consomment leur énergie. Et dès lors, on a créé une intelligence artificielle qui va être capable d'optimiser le fonctionnement du stockage et également à venir le véhicule électrique, le mode de charge du véhicule électrique en fonction de vos habitudes. Donc on a appelé cette intelligence artificielle EMA pour Energy Management Assistant, et son objectif c'est vraiment de maximiser le taux d'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, c'est le fait d'utiliser au maximum l'énergie qui a été produite par les panneaux. Donc évidemment tout à fait personnalisé ces solutions. On va parler de perspective. Comment va évoluer le photovoltaïque résidentiel aussi bien à court qu'à moyen terme? Est-ce que le futur s'annonce prometteur, Marc? Et je reprends votre petite zappette. Ah oui. Alors le futur, la tendance en effet, les perspectives sont très intéressantes. La première des choses, c'est que ça n'échappe à personne. Aujourd'hui, on est dans une lutte contre le réchauffement climatique, et pour ce faire, on opère une transition énergétique. Cette transition énergétique, elle va impliquer des changements d'usage, l'électrification de certains usages. On va arrêter d'utiliser des énergies fossiles pour se chauffer. On va basculer, entre autres, par exemple, sur des pompes à chaleur qui vont utiliser de l'électricité. On va trouver des ballons thermodynamiques qui utilisent également l'électricité. Comme cette semaine, on va le voir, on va avoir un pic de chaleur. Les gens vont essayer de se protéger de cette chaleur, donc vont installer des climatisations. Et au-delà de ces usages, le principal usage qui va vraiment changer dans les prochaines décennies, c'est le véhicule électrique, du fait qu'on va opérer une transition d'ici 2035 vers des véhicules décarbonés, hybrides. C'est ça, on rappelle qu'il y a une législation, une réglementation, plus de véhicules thermiques vendus en 2035, effectivement. Et donc du coup, il y a des solutions là aussi que Huawei présente et des innovations. Exactement, donc on va présenter notre borne de véhicule électrique, justement, qui va pouvoir s'interfacer avec le photovoltaïque, ou même si les gens ont déjà des systèmes qui pourront s'interfacer avec d'autres systèmes photovoltaïques. Mais si on observe la tendance, finalement, c'est qu'on est au début de cette transition, et que le marché qui a déjà doublé en peu de temps risque de doubler, tripler, voire plus. Et donc les perspectives sont extrêmement intéressantes, et tout ça en étant vertueux. Donc je peux que me réjouir des prochaines décennies et du travail qui nous attend. On espère. David, même question, est-ce que vous voyez, vous, d'autres leviers qui demain vont encore stimuler évidemment le recours à l'énergie solaire? Alors effectivement, les leviers, Marc en a bien parlé, c'est l'électrification. Il y a un point sur lequel il faut qu'on insiste, c'est le solaire ne prend pas la place et vient amener de l'électricité pour de nouveaux usages. Et c'est le cas pour le véhicule électrique. En développant le véhicule électrique, on réduit nos importations de fossiles et notre besoin de fossiles. Et c'est effectivement un besoin économique et énergétique.
et environnementale, évidemment. Mais du coup, ça induit de nouveaux usages. Et comme Marc le disait, un véhicule aujourd'hui, quel que soit son mode de motorisation, c'est 90% ou plus du temps stationné. Donc ça veut dire qu'on a une batterie et 4 roues qui peuvent être disponibles 90% du temps. Et donc c'est effectivement avec des systèmes qui vont être des systèmes bidirectionnels, qui vont redonner l'électricité ou la prendre au moment où il y a de la production à utiliser, et notamment solaire, on a quelque chose qui devient vertueux. Alors, juste une question, les installations, c'est partout, aussi bien en ville. Une petite installation, est-ce qu'elle est efficace ? Alors, une petite installation est efficace. Je pense qu'on aurait pu faire venir un témoignage d'un usager, d'un utilisateur qui autoconsomme. Je pense qu'on aurait des retours très positifs. C'est justement le grand avantage du solaire, c'est sa plasticité. On peut avoir aussi bien des toutes petites installations résidentielles sur le toit d'un pavillon pour de l'autoconsommation que des grands champs photovoltaïques qui vont être à un stade plus industriel, et on a tous les intermédiaires entre les deux. En ville, c'est quoi ? C'est des toitures entières ? Comment ça se... En ville, c'est les toitures entières, ou pas entières, mais c'est les toitures. On y reviendra peut-être, mais sur la question de l'autoconsommation, la première chose à faire avant de savoir combien on va installer, c'est de savoir de combien on a besoin, évidemment, combien on va consommer. Bien sûr. Donc la toiture entière n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà. Et en ville, ça va être aussi, par exemple, tous les parkings, toutes les ombrières qu'on peut installer sur des parkings de zones industrielles, de zones commerciales, où on a un foncier qui est déjà artificiel, c'est du bitume, où on apporte un service à l'automobiliste en garant sa voiture à l'ombre, et en plus on produit de l'énergie qui pourra permettre, et la boucle est bouclée, de recharger son véhicule. De recharger son véhicule et aussi de créer des emplois. Il y a vraiment là une source d'emploi, hein, c'est ça ? Il y a une très très grande source d'emploi sur tout type d'emploi, hein, que ce soit des emplois d'ingénieurs en bureau d'études, chez des développeurs, ou des emplois de monteurs, voire des emplois industriels demain. Effectivement, comme je le disais, on a un potentiel renouveau de l'industrie et donc besoin d'emplois industriels aussi. Nous, l'estimation qu'on fait chez Enerplan, en tout cas les calculs qu'on a fait, c'est que on a 14 gigawatts installés aujourd'hui en France. On pense qu'à compter de 2026, on peut passer à un rythme annuel de 10 gigawatts. Voilà, c'est pour vous donner le gap. On a une seule fois dans l'histoire française franchi le cap du gigawatt installé annuellement. C'était l'année dernière, et on a fait 2 gigawatts. Et on pense qu'on peut passer à 10. Donc c'est vous donner la marge de progression, d'accélération dont on a besoin. Et aussi le fait qu'il faut qu'on ait ces emplois qu'on estime à 25 000, si on veut passer à 10 gigawatts annuels, 25 000 nouveaux emplois. Il faut aussi qu'on ait des gens qui soient formés, qualifiés bien sûr, pour le faire, justement pour avoir des installations qui soient à la fois quantitatives, parce qu'on va avoir besoin de faire du volume, mais aussi qualitatives. Oui, et puis la maintenance dont vous parliez. Et aujourd'hui, en France, il existe les bonnes écoles, les bonnes formations, tout est OK, tout est installé ? Tout est en cours. Ah, tout est en cours. Tout est en cours. Non, il y a énormément de régions. Là, la formation professionnelle, c'est une des compétences des régions. Et il y a énormément de régions qui, justement, misent sur ces filières. Il y a une école du photovoltaïque qui vient de naître en région sud, PACA. Très bien. Voilà, donc réservé au photovoltaïque, une école. Exactement, okay. Exactement. Il y a des initiatives aussi plus près de nous qui sommes à Paris aujourd'hui, dans l'Essonne, avec un installateur qui a justement fait des partenariats avec les lycées professionnels autour de son entreprise dans l'Essonne pour justement aller former ces jeunes qui sont pour le coup en formation initiale aux technologies photovoltaïques, parce qu'il a aussi lui-même des gros besoins de recrutement. Bien sûr. Et c'est un secteur également qui est soutenu par des fonds aussi bien privés que publics. Vous avez une idée un petit peu du volume en euros de soutien au photovoltaïque français ? Alors, en fait, la crise fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de soutien. On parle d'un système plutôt assurantiel pour le solaire. Alors, parce que quand on est sur des tarifs d'achat aujourd'hui, finalement, ce qu'achète EDF Obligation d'achat, l'acheteur obligé, il l'achète moins cher que ce qui est sur le marché. Même si le tarif est intéressant pour le particulier ou pour le producteur, finalement, il l'achète moins cher que le tarif du marché. Donc, c'est déjà une première bonne affaire entre guillemets pour l'État. Et après, pour ce qui est des plus grosses installations qui sont sous appel d'offres, en fait, on est sur un système qui est symétrique. C'est-à-dire que le prix qui est lauréat, le tarif auquel on est lauréat, c'est un tarif, on ne sera jamais en dessous, mais on ne sera jamais au-dessus non plus. Et donc, soit on est compensé si on vend moins cher sur le marché, soit on redonne à l'État, via EDF Obligation d'achat, on redonne à l'État ce qu'on n'a pas
enfin ce qui est au-delà de ce qu'on devrait toucher. D'accord, donc c'est gagnant-gagnant dans ce process. Exactement. Alors je vous propose maintenant de conclure ce live en nous donnant, allez, on va dire les meilleurs arguments pour convaincre les plus sceptiques face au photovoltaïque. David, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, moi, pour convaincre les plus sceptiques, je leur dirais regardez vos factures et regardez les perspectives. On parlait Alors ça, c'est un argument de poids. Regardez les factures, surtout aujourd'hui. Voilà, c'est un argument de poids. Et regardez les factures de nos voisins aussi, parce que on a un bouclier tarifaire en France qui a fait que les factures d'électricité et de gaz ont été modérées par décision nationale, et c'est très bien pour le consommateur. Mais si on regarde ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe ailleurs, on a des factures d'électricité qui ont explosé. Et il n'y a pas de raison, à court ou moyen terme, qu'on soit préservé de ça. Et donc, le fait d'autoconsommer, finalement, c'est acheter via un investissement qu'on fait, qui va aussi valoriser le patrimoine dont on dispose. C'est via cet investissement qu'on fait, s'acheter une longueur, en tout cas une perspective de tarifs fixes, stables, sur les 20 ans, 30 ans d'exploitation de la centrale. Alors ça ne couvrira pas 100% des besoins. En revanche, ça amoindrira la facture finale du consommateur. Donc ça réduit la facture et ça donne, vous le disiez, de la valeur aux actifs. Ça veut dire que votre maison, votre appartement va gagner, c'est bien ça, en valeur ? C'est ça, c'est ce qu'on appelle en fait la valeur verte qui est estimée dans l'immobilier et qui fait que une maison qui va être performante et peu consommatrice, qu'elle soit bien isolée, bien équipée, etc., et qui sera aussi autoproductrice de son électricité, finalement aura plus de valeur de la même manière que si on avait installé une pompe à chaleur par exemple, parce qu'on aura réduit les consommations, ou des panneaux solaires thermiques pour le coup pour la chaleur et les besoins de chauffage, ça va aussi améliorer la valeur du bien. Marc, pour convaincre, alors aussi bien les professionnels, parce que les professionnels bien sûr sont concernés, que les particuliers, quels sont vos arguments ? Moi, les arguments, c'est vraiment le fait d'avoir une vision à moyen et long terme, puisqu'on cherche tous à stabiliser finalement notre pouvoir d'achat, et le fait de réaliser cet investissement qui valorise le bien, qui permet de réaliser des économies à l'instant T, mais c'est surtout qu'on se projette. On fait déjà un pas vers demain en sachant qu'on va sécuriser une partie de notre facture d'énergie dans l'habitat. Et au-delà de ça, on se prépare également aux futurs usages qui arriveront par la suite, entre autres la mobilité électrique pour un bon nombre d'entre nous. Est-ce que vous voyez des défis, David, que la filière doit relever à très court terme ? Elle est face à quoi, cette filière ? Le défi de très court terme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'emploi à la formation. C'est vraiment ça, c'est arriver à recruter des gens qui soient formés, qualifiés et qui seront en capacité d'aller faire des installations massivement sur le territoire, parce que c'est vraiment ça qui est devant nous. Et la techno ? Et sur la techno, on est sur une techno qui est une techno éprouvée. En fait, aujourd'hui, il y aura des améliorations constantes. Il y a de l'amélioration constante sur la technologie. A priori, en tout cas, moi, c'est ce que me disent les plus technophiles parmi mes adhérents. On n'a pas de rupture technologique qui va arriver, qui va doubler le rendement, par exemple. On n'est pas sur ce type de rupture technologique. En revanche, voilà, on a une technologie qui est une technologie aujourd'hui qui est fiable, qui est éprouvée. On a des installations qui ont 40 ans, qui continuent à produire. Alors certes, beaucoup moins que ce que produisent les panneaux aujourd'hui. J'espère. Mais voilà, on a une technologie qui aujourd'hui est éprouvée, fiable et produit. D'accord. Et donc c'est une technologie qui est limitée dans son innovation ? Je ne crois pas. Non, je pense que la vraie clé de demain, ça ne va pas forcément être le hardware où, comme on dit, on atteint des rendements qui sont extrêmement bons, où on a des produits qui sont extrêmement fiables aujourd'hui et relativement développés. On va vraiment plutôt travailler sur justement l'intelligence, sur l'efficience que va apporter l'usage et faire en sorte que l'utilisateur, finalement, il se concentre à faire qu'une seule chose, en fait, c'est vivre sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui et que la technologie soit à son service et non pas l'inverse. Et je pense que c'est là où on va vraiment avoir, et on le voit déjà aujourd'hui avec nos usages dans toutes les applications qu'on peut avoir sur nos smartphones qui nous facilitent la vie, c'est vraiment là où on va avoir l'expérience de l'utilisateur qui va prendre de plus en plus un pas dominant sur la technologie. Donc je vois plus dans le software, dans l'innovation de comment on utilise cette énergie,
de demain, là où on va investir du temps et de l'énergie, parce que c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Alors je sais évidemment que vous n'allez pas nous donner vos secrets, mais sur quoi vous travaillez dans ces solutions? C'est quoi les pistes actuellement que vous travaillez sur cette techno, sur ces technos? Je pense que demain, aujourd'hui, on s'est focalisé pour l'instant sur l'usage de la personne, sur l'usage du foyer, comme on l'a dit tout de suite, mais il va y avoir, et il existe déjà des communautés qui permettent d'échanger des énergies, et donc il va y avoir des plateformes qui vont se développer, qui vont pouvoir à terme, comme vos comptes en banque, il n'y a plus forcément d'échanges physiques, mais des échanges qui vont avoir lieu à travers des réseaux, à travers des blockchains, et je pense que c'est la grande part des choses qui nous attend demain, c'est créer ces réseaux d'échange, d'énergie, de communauté. Et d'énergie, toute source verte confondue, c'est-à-dire que je peux vendre et troquer mon solaire avec de la méthanisation ou des choses comme ça? Exactement, en fait l'idée ce sera un peu comme votre compte en banque, vous serez crédité, et si vous voulez utiliser de l'énergie, vous êtes, je ne sais pas, à Paris ou à Marseille demain, et que vous avez besoin d'énergie quand vous rechargez, et que votre compte est crédité en énergie, ça va être ce genre de communauté où on va pouvoir se servir comme des usages, comme nos comptes bancaires aujourd'hui. Et vous n'avez donné aucun secret, merci beaucoup. Messieurs, est-ce que vous restez là ce matin sur Vivatech, Alors, sur moi, le je suis là stand? toute la journée, donc Magnifique. si vous voulez voir nos solutions et puis échanger justement sur la vision, sur ce qu'on souhaite développer, n'hésitez pas, je suis sur le stand toute la journée. D'accord, David, je crois que vous avez un impératif, mais en revanche, Enerplan, on peut consulter quoi? Votre site, on peut vous appeler? On peut consulter le site, vous trouverez mes coordonnées dessus pour tous ceux qui en auraient besoin, il n'y a aucun souci. D'accord, et pour les particuliers comme pour les professionnels? Alors, plutôt pour les professionnels. Nous, on est vraiment un syndicat professionnel, donc nos adhérents sont des entreprises, des chefs d'entreprise, et effectivement, on n'est pas un guichet particulier, mais on donne évidemment des renseignements à tous ceux qui nous en demandent. Merci. Merci, messieurs, pour ces échanges qui méritent encore d'être développés. Vous avez entendu, vous êtes invités à venir nous rejoindre sur le stand K40 du salon Vivatech. Et maintenant, nous allons accueillir des startups qui sont extrêmement prometteuses. Mais avant ça, eh bien, écoutez, je vous demande d'applaudir nos deux intervenants. Merci.